ma mère biologique ne m'a pas élevé. J'ai été confié à une famille d'accueil. Bonjour, je m'appelle Gilles Perrineau. Si on parle de ma passion, je suis passionné par le football, le sport en général, mais surtout le football. Je ne citerai pas le club que je préfère, mais pour ne pas, comment dire, perturber les supporters des autres clubs. Mais je respecte tous les clubs et je regarde beaucoup, beaucoup de matchs. Mon métier, j'ai fait deux métiers dans ma vie. C'est assez particulier. J'ai été boucher. J'étais 25 ans boucher. J'ai commencé, j'avais 14 ans, le jour de mes 14 ans, puisque à l'époque, on pouvait encore commencer à travailler très très jeune. C'était un choix personnel. Et puis, arrivé à la quarantaine, j'ai eu des soucis de santé, des soucis financiers, parce que j'avais travaillé, j'avais ma propre entreprise. Et les soucis, surtout les soucis de santé, m'ont amené à changer de métier. Et là, je me suis tourné vers l'ameublement. J'étais très, très, comment dire, motivé pour aller dans l'ameublement. Ça m'avait toujours intéressé. Et donc, je me suis retrouvé bizarrement à travailler dans l'ameublement comme vendeur de meubles, où j'ai eu un parcours aussi très intéressant. Mon premier défi dans la boucherie, c'était un défi physique, j'aurais presque envie de dire, parce que moi, je suis une personne plutôt petite, 1,65 m, mais quand j'ai commencé à 14 ans, j'étais vraiment, vraiment petit et un petit peu léger. Je devais faire peut-être 40 kilos, je ne sais pas. Plusieurs patrons m'ont refusé parce que ils me trouvaient trop frêle. Il faut le remettre dans ces années-là, en 1969. C'était encore un métier très dur où on portait beaucoup. Euh, donc, j'ai trouvé un patron qui m'a embauché et qui m'avait dit en premier, tu réussiras si tu aimes ça. Si tu n'aimes pas, ça durera pas longtemps. Donc mon premier défi, il a été là, il a été physique, parce que tout le monde me promettait, et même certaines personnes de ma famille, que j'arriverais pas parce que j'étais pas assez fort en fait, hein. Voilà. Ça, c'était le premier défi. Après, il y en a, mais c'est journalier le défi dans ce métier-là. Mais après, ça s'est bien passé et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Et j'ai pris beaucoup de plaisir pendant ces 25 ans, même s'il y a eu des périodes très difficiles et que c'est un métier difficile. Le défi physique, je l'ai connu là, dans la boucherie, où bon, j'ai prouvé que je pouvais le faire. Et puis aussi, quand j'ai été à l'armée, en fait, là aussi, j'ai été confronté à un vrai défi physique parce que j'avais, par opportunité financière, on m'avait dit que si j'étais parachutiste, je gagnerais beaucoup plus d'argent, même si c'était des toutes petites sommes, en tant qu'appelé. Et à ce moment-là, quand je suis arrivé chez les parachutistes à Mont-de-Marsan, oui, on m'a bien fait sentir que j'étais pas fait pour ça, que j'étais un tout petit bonhomme et que voilà, j'avais pas le profil du mâle puissant, etc. Et là, j'ai bien relevé le défi aussi. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là que je pourrais dire que j'ai plus été complexé par mon physique, hein, grâce à tout ce que j'ai pu faire et me prouver que ben, je pouvais faire autant que les gars qui faisaient 1,80 m, voire 1,90 m et qui faisaient le double de poids de moi. Aujourd'hui, aux jeunes, je leur dirais surtout ne prêtez pas trop d'attention à celui qui va vous juger sur votre physique. Ben, le physique, on sait très bien la discrimination. Elle est physique, trop grand, trop petit, trop bronzé, ça va jamais en fait, hein. Et c'est vrai que quand on est jeune, ça peut être difficile, mais je dirais vraiment euh, vivez votre vie, ne vous occupez pas de ce qu'on vous dit, parce que sinon, ça va être, oui, effectivement, très compliqué. Il faut avoir confiance en soi et surtout ne pas prêter l'attention, parce qu'en fait, celui qui va dire, par exemple, ah, t'es trop gros ou trop petit, peut-être que lui-même, il n'est pas si sûr que ça de lui, et qui se conforte en voulant rabaisser les autres, alors que nous avons tous des qualités et que vraiment, il ne faut pas porter d'importance à ça. Mais je sais que c'est pas facile, hein. J'ai peut-être cette chance-là. Je pense que moi, ça ne me touche pas. Bon, bien sûr, ça m'a souvent agacé, mais quand j'étais comme ça, défié physiquement, ou qu'on me faisait remarquer que j'étais petit, ou qu'on se moquait, des fois même, les gens se moquaient. Je ne sais pas si c'était vraiment méchant, mais moi, mon fond intérieur, ça me blessait un petit peu et ça m'agaçait. Mais j'ai envie de dire que j'avais la chance d'avoir mon mental et que dans le fond de moi-même, je me disais, attends, tu vas voir. Voilà, je pense que j'avais cette chance, j'étais protégé par ça. Peut-être par mon parcours d'enfant où ça n'a pas été facile non plus. Et ça m'a jamais trop affecté. Ça me blessait, mais ça ne m'affectait pas profondément. Je suis fier
d'avoir passé les étapes, d'avoir réussi, par exemple, dans la boucherie, hein, parce que j'ai eu un beau parcours. Je suis arrivé souvent dans des maisons où j'étais rien du tout. Je suis ressorti, j'étais premier vendeur, chef, donc ça, j'en étais fier. Là où je dirais peut-être le plus de fierté, c'est dans l'ameublement, puisque je suis arrivé dans l'ameublement, j'avais 40 et quelques années. Et on me regardait avec un air un peu bizarre, puisque mes collègues de travail, ça les faisait sourire doucement, de savoir que je venais du monde de l'alimentaire et du monde de la boucherie, parce qu'il y a toujours ce côté un petit peu péjoratif. Donc ils m'ont pas fait de cadeau, ils m'ont vraiment, voilà, ils m'ont pas fait de cadeau dans la mesure où, comment, que je dise pas de bêtises, ils pensaient que je ne serais pas capable. Donc chaque jour, j'ai travaillé, travaillé, appris, j'ai pris le temps. Et si je devais résumer en une phrase, en presque 20 ans dans l'ameublement, je suis ressorti responsable du magasin. J'ai été déjà premier vendeur en termes de chiffre d'affaires, puisqu'on était confronté à une sorte de compétition en termes de chiffre d'affaires. Et puis je suis ressorti responsable du magasin où je traitais, j'étais responsable du chiffre, des SAV, des marges, etc. Donc ça, oui, j'en suis très très fier. J'ai connu une période où j'ai, comment dire, j'ai rencontré un malheur dans ma vie. Et ça m'a appris qu'il fallait, comment dire, je trouve pas mes mots, relativiser. Donc la pression du chiffre ou la pression journalière, je la prenais plutôt comme un jeu. Bien sûr, oui, je pouvais avoir de la pression, mais je me disais toujours, hein, c'est un peu un jeu, quoi. Voilà, aujourd'hui, si tu as donné tout ce que tu pouvais, si tu as bien fait ton travail, ben, tu as fait du chiffre. Aujourd'hui, demain, ça marchera peut-être pas, mais après-demain, ça remarchera, puisqu'en fait, il faut surtout être toujours persévérant. Par exemple, tout à l'heure on parlait des jeunes, un jeune qui veut se tourner vers le commerce, surtout il faut savoir que c'est pas facile et qu'il faut remettre tous les jours, tous les jours, tous les jours, il faut se remettre au travail et rien n'est jamais acquis. Je pense dans tous les boulots, et dans la vie en général, hein, voilà, même si on a 40 ans, 45 ans, 50 ans, que ça va bien, peut-être que demain il faudra encore remettre voilà, donc de toute façon c'est journalier, il faut tous les jours remettre le couvert, comme on dit. Des fois, je me dis, ah, j'aimerais bien avoir une autre vie pour pas refaire les mêmes erreurs. Parce que, bon, oui, bien sûr, je pense qu'on fait tous des erreurs. Si je devais changer quelque chose, je me suis installé, je me suis mis à mon compte quand j'étais boucher. J'ai eu une première affaire dans la région parisienne où ça s'est très très bien passé. J'avais pris une affaire qui était plutôt mal tenue. Je l'ai doublé, j'ai fait presque 3 fois le chiffre d'affaires en à peine 3 ans. Vraiment, là, c'était pour mon épanouissement personnel, c'était extraordinaire. Et puis après, pour des raisons personnelles, on est revenu en Touraine parce que mon épouse ne se plaisait pas du tout dans la banlieue parisienne. Et là, j'ai fait une première erreur. J'ai pris un premier pas de porte fermé qui était une erreur. C'est moi, c'est de ma faute. Ça a été très difficile, mais je m'en suis sorti. Et comme je végétais, au bout de 4 ans à peu près, j'ai racheté une autre boucherie, une troisième boucherie, alors que celle-ci n'était pas vendue. Et là, dans la troisième boucherie, eh bien, je me suis trop endetté et je m'en suis jamais sorti. Et la conclusion que j'ai tirée, c'est que c'est beaucoup plus facile d'obtenir un prêt que de le rembourser. Ça, voilà, c'est très très difficile. Je pense que ce qu'il y a de pire dans la vie après les ennuis de santé, c'est d'être confronté aux problèmes financiers, de ne pas pouvoir honorer ses factures et d'avoir la pression des banquiers. Et ça, je peux vous dire que la pression d'un banquier, c'est autre chose que la pression d'un chiffre d'affaires, hein. Et ce qui me rend heureux, c'est de voir, par exemple, un reportage de gens au bout du monde, j'ai envie de dire au Népal ou en Amérique du Sud ou autre, et de voir des gens qui n'ont rien et qui ont le sourire et qui ont l'air heureux. Ah, quand je regarde ça, je me dis, oui, je suis heureux parce que je me dis, bah, en fait, voilà, il faut savoir se contenter de peu. Ah ben, alors là, c'est facile, c'est les attentats aux États-Unis qui sont le 11 septembre, si je dis pas de bêtises. Ça, c'est ancré dans ma tête et je me dis, comment le monde peut-il être aussi fou? J'y repense même souvent, je me dis, même un film n'aurait pas eu, comment dire, n'aurait pas osé penser une chose comme ça, en fait. Ça, je pense que oui, de toute ma vie, je sais pas si je peux le dire, le fait divers, mais le fait divers qui m'a le plus marqué.
j'étais au travail chez Atlas dans l'ameublement et j'ai un collègue qui a commencé à dire ça l'après-midi en disant et ça paraissait irréel. Je me suis dit qu'est-ce qu'il raconte lui, c'est pas possible. On a commencé à écouter la radio et le soir en rentrant, bien sûr on était devant la télé et j'ai encore les images qui défilent et je me dis souvent hein, quand j'y pense, je me dis bah, le monde est fou et encore aujourd'hui on se dit qu'est-ce qui peut se passer? Est-ce que le monde est encore est-ce qu'il peut être encore plus fou que ça? Et des fois, je me dis, bah oui, peut-être que oui, d'ailleurs. Alors, une personne qui m'aurait marqué, ouais, bien sûr, il y a plein de gens. J'ai envie de dire la personne qui m'a le plus marqué parce elle m'a servi dans mon parcours de vie. C'est mon patron d'apprentissage qui m'a embauché quand j'avais 14 ans. Je lui ai jamais dit, mais en fait, il a été pour moi un guide. Il m'a fait comprendre qu'il faudrait faire des efforts dans la vie, que rien n'était acquis. Mais surtout, il m'a donné confiance. Il m'a donné ma chance déjà. Mais ça a toujours été un exemple pour moi. C'était un espèce de père spirituel. J'ai même envie de dire, ma signature aujourd'hui, je me suis inspiré de sa signature. J'étais admiratif de cet homme qui aimait beaucoup son métier, qui m'a fait aimer le métier. Et je pense que si je devais retenir qu'une personne, c'est cet homme-là, Monsieur Minard. Je pense que l'enfance est déterminante pour une personne, comment elle va se construire. Alors moi, on a tous notre parcours, qui est certainement un peu particulier. Le mien, c'est que moi, bah, je me souviens pas, mais j'étais tout petit. Ma mère biologique ne m'a pas élevé. J'ai été confié à une famille d'accueil. Je devais avoir 18-20 mois à peu près. Dans cette famille d'accueil, en fait, cette famille d'accueil, ça a été une chance pour moi. Je ne jugerai pas ma mère biologique parce que je ne l'ai jamais connue. Certainement que si j'ai été confié à une famille d'accueil, c'est parce qu'elle avait elle, des problèmes dans sa vie. Je ne l'ai jamais vue, je ne l'ai jamais rencontrée. Euh, cette famille d'accueil, elle était extraordinaire pour moi. C'est-à-dire qu'elle s'est comportée comme un père et une mère. D'ailleurs, mes parents, pour moi, mes parents, ce sont eux. Hein, voilà. Hein. Euh, ils m'ont donné de l'amour. Ils n'ont jamais fait de différence avec leurs enfants. Je suis arrivé dans cette maison en premier. Ma mère a eu 4 enfants derrière, après moi, qui étaient donc un peu plus jeunes que moi. Ils sont arrivés dans la maison. Bien sûr, j'étais leur grand frère, puisqu'ils sont arrivés, j'étais présent. Mes parents n'ont jamais, jamais, jamais fait de différence entre moi et mes frères, qui étaient leurs propres enfants, je précise. Et surtout, ils ont toujours été justement, est-ce que ça tient à mon mental, mais bon, ils savaient que j'étais petit, ainsi de suite, mais ils m'ont jamais, comment dire, ils m'ont jamais découragé. Au contraire, ils m'encourageaient toujours. Si, mettons, j'ai envie de dire, mettons, on allait au dispensaire, on avait une piqûre. Ils me disaient, voilà, tu verras, c'est rien du tout, c'est juste une piqûre. On avait la piqûre, et ils me disaient, bah, c'est bien, tu vois, t'as pas pleuré, t'es un grand garçon. C'est des gens qui étaient positifs, voilà, ils étaient positifs, et ils donnaient confiance à leurs enfants. Ils m'ont donné confiance, je pense, dans la vie. Ils m'ont souvent défendu du regard des autres parce que moi, j'étais un enfant de la DAS, hein, voilà. C'est arrivé que des personnes disent ah oui, mais celui-là, c'est pas le tien. Et ma mère était très fière de moi, elle me considérait comme son fils. Et elle disait oui, oui, mais c'est pareil. En fait, voilà, je ne voyais même pas pourquoi ils allaient dire ça, mais je sentais bien dans le regard de certaines personnes que j'étais pas l'enfant de la maison. Je parle de l'extérieur. Et d'ailleurs, j'ai une anecdote comme ça, si je pouvais la donner, parce que celle-là, je ne l'ai pas oubliée. C'était un oncle et une tante chez qui on avait été faire Noël. Je devais avoir une douzaine d'années à peu près. Elle avait offert des cadeaux à mes frères et sœurs. Elle n'en avait pas fait à moi, bon, peu importe. Et elle avait dit à ma mère, bah, lui, je lui ai pas fait de cadeau, c'est pas pareil. Voilà, bon, ça m'avait un peu blessé, mais je pense que ça avait beaucoup plus blessé ma mère, parce que, bah, voilà, ils n'avaient pas compris, mais j'étais leur enfant, en fait, c'était pareil. Et donc, c'est grâce à eux, je pense que mon mental, il s'est forgé comme ça. Parce que tout petit, oui, je sentais bien que j'étais pas comme les autres. Voilà, j'étais pas habillé comme les autres à l'école. J'avais une blouse encore grise, là, une blouse de vacher, comme on dit, parce que la DAS m'habillait comme ça. Mais grâce à eux, en fait, j'ai toujours eu confiance en moi, même si je sentais bien que j'étais différent, parce que voilà, parce que j'ai- j'étais un enfant de la DAS, tout simplement. Comment je l'ai su? En fait, je remonte très très loin dans ma mémoire.
Je ne sais pas en fait, c'était quelque chose de naturel parce que je tiens à préciser, j'étais pas, j'ai pas été adopté. Ils m'ont élevé en tant qu'enfant de la DAS. C'était une famille d'accueil. Ça n'a jamais été tabou quand j'ai grandi qu'effectivement il y avait un intérêt financier quand ils ont pris un enfant, que ça allait les aider dans leur vie. J'étais dans une famille très modeste, j'ai oublié de le préciser, hein. C'était des gens très très modestes, mais justement où on partage tout. Mais même s'il n'y a pas beaucoup, on partage tout. Mais bah, c'est venu tout doucement, mais je ne me souviens pas d'un jour où je me suis dit, ah bah, en fait, je suis un enfant de la DAS, j'ai été adopté. C'est venu, je pense, naturellement. Voilà, peut-être, alors si je devais remonter, ma mère biologique, qui n'avait pas le droit de visite, un jour est venue dans ma famille d'accueil. J'étais petit, mais du coup, comme elle n'avait pas le droit, ma mère, famille d'accueil, on avait fait comment dire, avait l'avait rapporté aux assistantes sociales qui me suivaient et elle n'est jamais revenue. Et il y avait eu beaucoup de discussions là-dessus. Peut-être que c'est à ce moment-là que j'ai pris conscience en fait. Mais ça s'est tellement bien fait que j'aurais dû pas dire un jour où je me suis aperçu. J'ai écrit les plus belles performances sont celles qui durent. Pourquoi? Parce que en fait, dans la vie de tous les jours, comme on le disait tout à l'heure, en fait, eh bien, il suffit pas de se contenter de faire une belle journée ou, ou quand on est étudiant dans les études ou dans la vie professionnelle. Mettons si par exemple, voilà, on est dans un statut commercial comme j'ai pu avoir un petit peu quand j'étais dans l'ameublement, eh bien, si on fait une bonne journée ou une bonne semaine, c'est bien, ou si on a fait un bon mois, c'est bien, mais ça suffit pas. Les plus belles performances sont celles qui durent parce qu'il va falloir les rééditer et des mois et des années et des années. J'aurais envie de dire, si je devais vous citer un exemple, vous prenez Cristiano Ronaldo. Voilà, c'est des performances incroyables. Karim Benzema, je cite des footballeurs parce que je suis passionné par le football, mais ils n'ont pas fait une belle performance sur un mois, sur une saison. C'est sur toute leur vie professionnelle qui sont encore en activité d'ailleurs. Et ça, bah, bravo, respect quoi, hein. Et ça vaut aussi, ben voilà, hein, pour le petit commerçant qui ouvre tous les matins sa boutique. Ben c'est tous les jours, il va falloir qu'il fasse le meilleur de lui-même. Par exemple, le boulanger, tous les jours, il faut qu'il fasse le meilleur de lui-même, de façon à, c'est s'il fait une belle tournée de pain un jour, puis que le lendemain il l'a fait qu'à moitié, ça va pas aller. Donc c'est ça, hein, les plus belles performances, c'est persévérer, persévérer, persévérer.